Bon, on continue ça avec Jean-Philippe et Richard. Salut Jean-Philippe. Bonjour. Ça me, Sincèrement, ça me fait chaud au cœur de te retrouver. Tu étais l'assistant de Jeanne-Marie en première année là, à ma maîtrise en psychosociologie, puis je suis resté avec cette affection-là Hmm. en connaissant l'homme que tu es. Merci. Je, je veux commencer par te présenter professionnellement. Après ça, tu pourras nous présenter Richard. Ça te va-tu? Puis après ça, je vais ajouter quelque chose de personnel. Jean-Philippe, tu es détenteur d'une maîtrise en études des pratiques sociales à l'Université du Québec à Rimouski et d'un doctorat en psychopédagogie perceptive de l'Université Fernando Pessoa de Porto au Portugal. Tu es professeur en psychosociologie de l'Université du Québec à Rimouski. Hmm. Tes intérêts de formation et de recherche portent notamment sur la résilience individuelle et familiale en contexte d'abus sexuels intrafamilial. Hmm. La poésie orale, Kassala, comme voie de transformation et d'émancipation, ainsi que l'éthique de la joie au cœur du désenchantement. Hmm. Puis tu es aussi, pour moi, un artiste. Hmm. Je veux juste te dire qu'il y a une centaine de personnes en ligne aussi qui sont présents avec nous. Wow. Je sais pas si tu veux nous présenter Richard. Je peux vous présenter avec grande joie mon cousin Richard, qui est un cousin très très cher à mon cœur, qui non seulement avec qui je partage, je dirais une amitié, mais encore plus, depuis quelques années, on partage un intérêt commun pour des thèmes de recherche, des thèmes de vie, des thèmes existentiels qui sont très prenants pour nous, très intenses, mais aussi très, très importants. On a donc un nouveau lien qui nous relie. On est maintenant co-chercheurs. On va vous présenter aujourd'hui quelques éléments d'une recherche qu'on mène ensemble. Merci. Salut Richard. Bonjour, bonjour Miguel. C'est un colloque sur la sensibilité. Je vais vous proposer, si vous avez besoin de déposer, comment vous débutez cette présentation-là, dans quel état vous arrivez. Richard? Un mélange de fébrilité. Je suis excité. Je suis heureux d'avoir le privilège de pouvoir partager le cheminement que je fais avec Jean-Philippe depuis des années maintenant. Mm. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne beaucoup. Puis on a enfin une plateforme pour pouvoir le partager avec d'autres. Je suis très, très heureux d'être là. Je me sens très, très chanceux d'être ici. Je vous remercie. Merci Richard. Dans la continuité, je me sens en joie, fébrile, curieux de voir ce que ça va donner, puis plein de gratitude là, pour cet événement-là que vous offrez. Merci à vous deux. Jean-Philippe, je veux rajouter, je t'ai choisi pour deux raisons. La première, de un, tu es un homme qui s'est montré dans mon cours avec sa sensibilité puis son émotivité. Mm. Et quelqu'un qui m'a touché comme homme. Aussi, ton parcours, pour moi, courageux, Mm. que je vais te laisser dévoiler, Mhm. m'a touché, m'a inspiré. Puis ce que tu en as fait en plus pour aider les autres Mm. est un ajout important. Puis aussi, je trouve que tu peux inspirer d'autres hommes à assumer leur sensibilité, tout en étant un gars. Mm. Et moi, je pense que les gars en ont besoin. Mm. Moi, je rencontre plein de gars qui en ont besoin. Puis des gars, en plus, qui ont pu vivre ces épreuves-là de subir des abus. Oui. C'est un ajout supplémentaire qui peut apporter plus de libération et une capacité plus grande à créer des liens avec les autres. Mm. C'est pour ça que j'ai eu envie que tu viennes nous parler dans ce colloque-là. Mm. Fait que Merci. merci beaucoup d'être là et je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour Merci. ces mots, puis pour toute ta sensibilité à mon égard, là, ça me touche beaucoup. Ça met la table, parce que tu as raison, Yvan. Voilà, je vous partage une présentation.
Tu as raison, Yvan. L'expérience de ce que j'appelle aujourd'hui là, la violence sexuelle en contexte intrafamilial, mais que ce soit les violences sexuelles tout court, là, ça impacte grandement la sensibilité des personnes, la sensibilité des hommes qui les vivent. C'est un sujet de moins en moins tabou. Ce que les hommes vivent au contact de ces épreuves-là, on en sait plus qu'avant, mais ça reste encore une expérience à partager, à mieux comprendre, à mieux saisir. Euh, les présentations ont été faites. Donc, ça reste quand même important pour moi de dire que dans les minutes qui suivent, il sera question de violence sexuelle en contexte intrafamilial. C'est un sujet sensible. Je tiens à le nommer d'entrée de jeu pour que vous vous sentiez toutes et tous conscients et respectés dans ce qui va venir. Mon enjeu aujourd'hui, c'est un désir de mieux comprendre l'expérience vécue, non seulement par les personnes qui vivent et qui sont victimes de violences sexuelles, mais aussi par l'ensemble du système familial qui vit également une expérience traumatique, bien souvent. Alors, il sera aussi question dans cette conférence d'une pratique humanisante qui cherche, en plus de comprendre l'expérience vécue, qui cherche des voies de passage pour faire du traumatisme vécu par les victimes et leurs familles, non pas une occasion de perte de santé, mais une occasion de solidarité. Et puis justement, là, en réécoutant les interventions des collègues qui participent à ce colloque, là, je pense à Yvan, mais aussi à Pascal Bergeron, à Jeanne-Marie Fouguira, Claude Parizeau, en parlant du thème de la sensibilité, parlait du thème de la récupération de sa sensibilité. Et ça, je trouvais ça très fort, là, cette idée de récupérer sa sensibilité quand elle a été maltraitée pour une meilleure santé des hommes et de tous, mais aussi pour une plus grande solidarité dans toutes nos relations. Alors, je vois évidemment des ponts importants là, entre ce projet de récupération de la sensibilité et les thèmes de la conférence qui traite de violences sexuelles, qui impactent justement la sensibilité des personnes qui la subissent, mais aussi de ce que nous avons appelé, Richard et moi, les victimes collatérales, qui sont les autres personnes dans le système familial, qui sont nombreuses, qui n'ont pas nécessairement été victimes directement de violences sexuelles, mais qui euh, sont aussi dépositaires d'une expérience bien souvent traumatique. Alors, je vous propose un plan de présentation. D'entrée de jeu, peut-être juste me situer comme sujet chercheur dans le cadre de cette recherche, ainsi que quelques recherches précédentes, pour en venir au cœur de la présentation, qui serait de situer mes nouvelles interpellations qui donnent forme à mes projets actuels et à venir, et partager avec vous là, une expérience de recherche-action existentielle en cours que je mène justement avec mon cousin Richard. Alors, tout d'abord, mon intérêt pour le thème des violences sexuelles en contexte intrafamilial, il tient tout d'abord de mon expérience de vie, de mon expérience personnelle. J'ai été victime d'agressions, de violences sexuelles pour une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence, entre les âges de 8 et 18 ans environ. Et puis, j'ai gardé le silence sur cette expérience toute ma jeunesse, jusqu'au jour où je me suis inscrit dans un programme d'études qui s'appelait à l'époque Psychosociologie de la communication. Alors, j'ai toujours eu un peu de plaisir à comprendre que j'étais dans le non-dit, dans le secret, et je me suis inscrit dans un programme en communication. Je trouve que la vie, parfois, est drôlement bien faite. J'ai donc eu l'opportunité, dans le cadre de mes études, là, de prendre la mesure des impacts de ces violences sexuelles dans ma vie et d'opérer à la fois là, un chemin de guérison, bien sûr, mais aussi un chemin de formation, voire un chemin de transformation, pour parvenir à faire de cette expérience traumatique une occasion de transformation et de puiser en elle, pas juste une guérison, mais des perspectives de vie, des perspectives professionnelles, comme en témoigne ma présence là aujourd'hui. Quelques années plus tard, dans le cadre de ma maîtrise en études des pratiques psychosociales, j'ai voulu comprendre comment on fait quand on sort du secret, quand on sort du non-dit pour reconquérir sa sensibilité, mais aussi son aspiration là, à vivre plus sereinement. Et plus spécifiquement, là, ma question de recherche était à l'époque, là, comment passer de l'interdit de dire au droit d'être. Comme quoi sortir du secret, c'est éprouvant, c'est exigeant, et ça nous met devant l'épreuve de reconquérir un droit d'exister. Comment on peut cheminer à travers cette expérience-là, c'est ce que j'ai voulu comprendre dans le cadre de ma maîtrise. Bon, évidemment, cette expérience-là, très importante dans ma vie,
est un fléau social qui nous concerne tous, voire même, je dirais, une question de santé publique, étant donné qu'on est nombreux à en subir les conséquences. Juste vous rappeler que déjà, il y a 35 ans, dans les premières études menées auprès de nombreuses personnes, là, on parle d'échantillons de plus de 2000 personnes, déjà, il y a 35 ans, on savait déjà, grosso modo, qu'une femme sur 4, un homme sur 6 déclare avoir été victime de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Donc, la majorité des statistiques des dernières années visent un peu la même idée, et que l'âge moyen des agressions en contexte intrafamilial se trouve pour les filles à l'âge de 9 ans, pour les garçons à l'âge de 9 ans. Alors, c'est un peu troublant de constater que cet âge est jeune. C'est jeune pour vivre une telle expérience. Selon des chiffres du CALAX, ce serait plus de 85 000 Québécoises et Québécois chaque année qui sont victimes d'agressions sexuelles en bas âge. Et c'est seulement entre 6 et 10 de ces cas qui sont dénoncés à la justice. Donc, 90 de ces cas restent invisibles. C'est énorme. Ces données datent d'avant le MeToo. Donc, il serait intéressant de voir aujourd'hui où est-ce qu'on en est avec ces statistiques-là. Il serait aussi intéressant de voir ce qu'il y en est dans les cas de violences sexuelles en contexte intrafamilial. Sortir du secret, c'est difficile dans tous les contextes, mais sortir du secret en contexte intrafamilial, quand il est question de personnes proches de nous, avec qui on a des liens signifiants, avec qui s'est vécu l'agression et les violences, c'est un défi aussi très sensible et très, très particulier. Je poursuis avec d'autres données pour problématiser là où on s'en va avec Richard dans le cadre de cette présentation. C'est de comprendre comment la question du non-dit, c'est une question collective. Ces statistiques datent de 2014. Selon Statistique Canada, c'est plus de 630 000 personnes qui déclarent avoir été agressées sexuellement par sondage. Et que de ces 630 000 personnes, 20 000 plaintes ont été déposées à la police et 12 000 de ces plaintes ont été déclarées par la police pour 9 000 inculpations, 3 700 poursuites. Et au final, sur 630 000 agressions sexuelles déclarées, c'est seulement 1 800 condamnations qui ont été actées là. Et donc, ces chiffres sont surprenants, sont assez incroyables. Sur plus de 630 000 agressions sexuelles déclarées par sondage, au final, seulement 1 800 de ces cas, les personnes qui les ont commises ont reçu une condamnation. Donc, face à ces questions des violences sexuelles et des personnes qui sont condamnées à vivre dans le secret, une de nos idées qui nous interpelle, c'est de dire comment, si la culture préconise des approches thérapeutiques ou juridiques, dans la plus grande partie des cas, ben, ces approches sont importantes, il faut continuer de les appuyer, mais il serait important aussi d'innover. Pour pouvoir continuer à multiplier les possibilités de cheminement pour offrir aux personnes qui vivent ces expériences-là une plus grande libération. Donc moi, la façon que j'ai essayé de participer à cet effort-là comme voie de passage, ça a été de questionner mon propre parcours de vie, d'accompagnement et de formation pour mettre sur pied une manière originale de répondre à la problématique des violences sexuelles et de ses conséquences sur les personnes, mais aussi sur les familles et sur les communautés. Et nous y arriverons bientôt, là. Donc, mon projet, c'est de mettre au monde un praticien psychosocial, mais aussi une pratique d'accompagnement innovante, issue de mon expérience de vie et de formation, notamment au carrefour du thérapeutique, certes, mais aussi du somatique, voire même du poétique. Je m'intéresse beaucoup à comprendre en quoi et comment la place du corps, les approches somatiques, d'accompagnement somatique et les approches symboliques, les approches poétiques, en quoi et comment ces modèles-là peuvent aussi inspirer, accompagner, soutenir les personnes qui cherchent à sortir du non-dit et à retrouver un droit d'être et un meilleur déploiement. Bon. Je dirais que le professeur que je suis, le chercheur que je suis, l'homme que je suis, le psychosociologue que je suis, a vécu un moment très, très signifiant en 2018 quand mon cousin Richard Plourde, ici présent avec nous, me convoque pour un appel téléphonique pour me parler de quelque chose de très important. J'ai écrit un bref texte qui donne à voir cette rencontre-là, cet appel téléphonique-là, et je me propose de vous la lire. Alors, ça s'intitule « Enjamber l'emmurement ». Alors, je me souviens, c'est la fin de journée, je descends la montée industrielle à Rimouski. Au même moment où le soleil se laisse tomber dans le fleuve, immense, mon cousin Richard m'appelle. Nous avions un rendez-vous téléphonique ensemble et j'attendais son appel. Il m'a dit qu'il avait une demande à me faire et je suis fébrile. Je sens que quelque chose d'important va se jouer pour moi, mais aussi pour notre relation, mais plus encore pour notre famille entière.
Richard est le fils de mon oncle, qui m'a fait subir des violences sexuelles pendant mon enfance. Voilà 20 ans que nous avons révélé à Richard et à sa famille les faits de mes agressions. 20 ans à tenter de faire quelque chose de cette nouvelle réalité bouleversante, déchirante, déstructurante. Ces dernières années, les choses se sont placées quelque peu. Mais récemment, une autre victime s'est manifestée et la famille entière de Richard est replongée dans la honte et le grave désespoir. J'arrête la voiture dans le stationnement du Canadian Tire et je m'oriente face au coucher de soleil. La lumière d'automne est chaude, douce et puissante à la fois. Richard me confie qu'il est profondément troublé, qu'il ne dort plus en se demandant si son père continue d'abuser. Qu'il ne sait pas quoi faire et il me demande si je voudrais l'aider à habiter cet espace pour réfléchir ensemble ce qui serait possible de faire pour dépasser son sentiment de responsabilité et de culpabilité. Alors, par-delà le tragique du moment, moi je suis inondé de joie face à sa demande. Tout de moi se lève, se redresse et répond oui à sa demande. J'ai la voix et mon corps qui tremblent. Cette histoire de famille a créé en moi le sentiment d'un tel isolement. C'est comme si sa demande me sortait d'un emmurement, comme si nous pouvions ensemble dépasser les affres de la honte pour se tendre la main et décider de cheminer ensemble. Je me sens sortir des décombres, rejoint dans mon isolement le plus complet, et du coup je me sens le rejoindre dans son propre cratère, dans son errance, sans début ni fin. Nos blessures deviennent des ponts. Tout de moi s'engage dans notre projet. Je suis déjà en marche. Je me sens fragile. Mais tout au fond résonne un cri de joie, un cri de libération. Je me sens libéré par son geste. Je ne croyais plus ça possible. Se tenir ensemble dans ce qui nous a tant meurtris. Je ressens un paysage de l'amour filial restauré. Et sur le coup, je ne sais comment dire. Je donnerais ma vie pour lui. Je quitterais Rimouski pour m'installer dans sa maison avec lui et nous accompagner. Ça m'a tellement manqué. Je sens notre relation se métamorphoser sur le champ, animée et insufflée par un nouveau destin et de nouveaux possibles. Nous ne serons plus jamais seuls. Alors, plusieurs choses me touchent encore aujourd'hui quand je vous partage ce texte-là. La joie de pouvoir réfléchir avec un membre de ma famille ces questions si difficiles, mais aussi la possibilité de pouvoir accéder au vécu de mon cousin Richard. Et de comprendre que lui aussi, finalement, est une victime dans la situation. Pas la même chose que moi, mais une victime collatérale. Et que le trauma qu'il vit est très intense et que finalement, je ne l'avais pas mesuré. Et depuis là est née une question, est né un intérêt, alors que l'attention est portée sur l'expérience des personnes victimes de violences sexuelles, ainsi que la manière dont nous devrions gérer et accompagner les personnes qui commettent ces crimes. Mais qu'en est-il de l'expérience vécue par les membres de ces familles? Alors, dans le cadre de notre recherche avec Richard, on tente de vouloir mieux comprendre l'expérience vécue par les victimes collatérales, les autres membres de les familles, pour pouvoir trouver des façons nouvelles de comprendre le fléau, pour trouver des nouvelles voies d'accompagnement. Alors, dans cette recherche exploratoire, parler de victimes collatérales ouvre sur la famille de la victime, dans ce cas-ci, la mienne, mais tant d'autres. Plus spécifiquement aussi sur la fratrie de la personne agressée, hein, mes frères et sœurs qui n'ont pas été victimes comme moi, mais qui ont aussi une expérience de victime collatérale, et aussi la famille de l'agresseur, qui est maintenant l'occasion pour moi de donner la parole à Richard pour lui permettre de vous raconter aussi un peu son expérience, mieux tenter de comprendre l'expérience de lui comme étant une victime collatérale dans ces situations. La parole est à toi. Merci Jean-Philippe, merci à tout le monde. Ce que je vais témoigner, c'est surtout l'expérience familiale que j'ai vécue, que les membres de ma famille ont vécue. On parlera un peu plus tard de l'accompagnement que j'ai fait avec Jean-Philippe dans tout ça, puis de la recherche qu'on fait ensemble. Quand j'ai su la première fois des parents de Jean-Philippe qui m'ont annoncé ce que mon père avait fait, évidemment, je ne m'attendais à rien. C'est un choc, un trauma qui est créé à ce moment-là, puis sur le coup, ben, on sent une brochette d'émotions qu'on n'a jamais ressenties avant. Dans ce trauma-là, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension, il y a de la peine, il y a de la déception, il y a de la rage. On ne sait même pas où donner de la tête dans tout ça. Et de là, la responsabilité ingrate, une fois que je le sais, de dire je fais quoi avec. C'est une vérité qui est tellement lourde à porter. Et le lendemain, je l'annonce à mon épouse. Je me rends compte qu'en l'annonçant à mon épouse, ben, je viens de déposer chez elle la grenade que moi j'ai subie quelques jours avant. Et je cause un choc chez elle. Et de là, le début de mon nombre de chocs personnels que je commence à créer. D'avoir impacté mon épouse. J'ai la responsabilité ingrate d'en informer mon frère, d'en informer chacune de mes sœurs dans les jours qui viennent. Et à chaque fois, c'est moi qui cause
le trauma chez l'autre, c'est moi qui les informe. Je me souviens du moment parce que je te dis, salut, comment ça va? Ça va bien? Ouais, j'ai quelque chose à dire. Et sachant que là, je m'apprête à causer une cassure qui est irréparable à ce moment-là. Et dans tout ça, tout le monde est blessé, tout le monde est bousculé, tout le monde ne sait plus où donner de la tête. Euh, et dans toutes ces émotions-là, à un moment donné, on se rassemble et on se dit, j'ai de la peine. Je dis, oui, mais oublie pas, la victime, Jean-Philippe, lui, doit avoir de la peine. Tu sais, j'ai de la colère, oui, mais Jean-Philippe, imagine-toi la colère que lui doit ressentir. Fait on prend toutes nos émotions qu'on ressent, qui sont toutes confondues, et on les met de côté. On les met dans le tiroir parce qu'on dit, c'est Jean-Philippe, la victime dans tout ça. C'est lui qui a vécu les gestes de notre père. C'est vers lui qu'on doit tourner notre attention. Pauvre lui, il y a de l'empathie, de la compassion, mais nous, on se donne pas le droit de les vivre, ces émotions-là, sur le coup. Donc, on s'isole avec nos émotions, on continue à faire nos trucs. Puis dans tout le binôme de la victime, le coupable, l'agresseur, l'agressé, on dit, on se place où, nous autres? Dans toute la peur du jugement et le déshonneur familial, on dit, ben, moi, j'ai rien fait. Pourquoi je suis gêné? Pourquoi je suis humilié? Pourquoi je suis inconfortable? Qu'est-ce que je fais quand les gens passent devant la maison? Mais j'ai rien fait. Et par association familiale, de par mon nom de famille, je suis un plourde. Je suis associé à la personne qui est l'agresseur, qui a posé des gestes, vers qui le regard est tourné, et on ne sait plus où se placer dans ça. Sur l'échiquier, on ne sait pas où mettre les pieds. On n'accepte pas du même coup d'avoir mal puis d'avoir de la peine dans cette expérience-là parce qu'on se dit, je suis que le fils de l'agresseur. Il n'y a personne qui pense à nous, il n'y a personne qui pense qu'on a une vraie peur, une vraie douleur, et qui sait même comment l'adresser. Alors, c'est un peu comme ça, quand c'est arrivé en 2003, que j'ai, avec ma famille, ressenti le premier choc initial du dévoilement. À toi, Jean-Philippe. On peut passer à la prochaine slide, Richard. Oui, on peut passer à la prochaine. Euh, une fois qu'on entre, que j'entre en contact avec l'expérience de Richard, on y reviendra. Ce qui est très étonnant pour moi, c'est de constater beaucoup de similitudes, alors qu'on n'a pas la même posture, on n'a pas la même position dans l'échiquier familial. Mais, et de pouvoir cheminer comme ça ensemble permet de voir des similitudes qui créent du rapprochement et du lien, alors qu'il y avait avant, ben, évidemment, beaucoup d'isolement. Et entrer en contact avec l'expérience de Richard comme étant une victime collatérale m'a donné évidemment l'élan de faire une revue de littérature pour voir qu'est-ce que la recherche dit sur l'expérience vécue par les victimes collatérales en situation de violence sexuelle intrafamiliale. Alors voici ici, premièrement, en ce qui a trait les parents, les recherches les plus nombreuses concernent l'expérience vécue par les parents au moment du dévoilement de leur enfant, qui leur révèle avoir été victime dans leur enfance. Alors, la réaction des parents suite à la révélation de leur enfant et surtout comment ils s'en sortent sur le coup et dans le long terme n'a pas été beaucoup étudiée, même si quelques recherches existent. Et ce qu'on découvre, c'est évidemment beaucoup de difficultés psychologiques chez les parents dont l'enfant a été victime de violences sexuelles, de la difficulté à donner du support à l'enfant, donc un trouble dans le rôle parental, une détresse généralisée pour 50% des mères, un choc post-traumatique pour 33% des mères et des symptômes de dépression importants. Dans un autre rapport de recherche déposé aux Instituts de recherche en santé du Canada, on découvre que la détresse psychologique est présente pour 49% des mères et 30% des pères. Quelques données sur l'expérience des pères, il n'y en a pas beaucoup. Symptômes de dépression, état de stress post-traumatique et encore là, une forme de détresse psychologique qui est chez ses parents 2 fois plus élevée que celle observée dans la population en général. Alors, accéder à ces données-là permet une ouverture de compréhension sur comment l'épreuve est difficile, les traces traumatiques sont présentes et on peut comprendre une perte de santé, une perte de vitalité et des impacts non seulement pour les personnes, mais aussi pour le tissu familial et plus largement encore. Très peu de données ont été traitées sur la question de la fratrie, l'expérience vécue par la fratrie non agressée. Dans mon cas personnel, évidemment, il est question de mon frère et de ma sœur, mais tous ces frères et ces sœurs d'enfants qui ont été victimes, euh, ce qu'on dénote, c'est évidemment une tristesse, une colère, une culpabilité, une incompréhension, mais beaucoup de tensions familiales qui viennent suite à la divulgation. Non seulement des tensions entre les membres de la famille, mais jusqu'à l'éclatement de la famille et voire d'importantes divisions s'opérer entre la fratrie et entre les parents et la famille au grand complet.
Et ce déni de la part de la famille, bon, oui, un déni de la part de la famille, qui évite de parler de ce qu'est-ce qui s'est passé entre eux et surtout avec le monde et les autres. On voit se couper le lien ou éviter de se retrouver en famille, euh, et une colère envers les parents. Les frères et sœurs éprouvent une colère envers les parents pour ne pas avoir protégé la victime. Donc, beaucoup d'affects très intenses qui complexifient la santé familiale. Euh, et en ce qui a trait à l'expérience vécue par la famille de l'agresseur, ici, par exemple, dans cette situation qui nous convoque, Richard et moi, alors que j'appartiens à la famille où j'ai été agressé, Richard appartient à la famille dont le père a été l'agresseur, l'expérience vécue par la famille de l'agresseur, ben, il y a une absence de données. On n'a pas accès à l'expérience vécue. C'est ce qui nous pousse dans cette recherche-action existentielle, dans une perspective exploratoire, c'est-à-dire mieux comprendre l'expérience vécue par exemple, Richard, ses frères et sœurs, sa mère, pour pouvoir mieux saisir l'expérience, pour mieux comprendre, pour mieux accompagner les personnes. Je repasse la parole à Richard pour aller un peu plus loin dans ce que j'ai Merci. appelé là un choc initial destructeur quand on apprend que son père a été agresseur. Merci, Jean-Philippe. Comme on disait tantôt, lorsqu'on apprend ça au sein de la famille, il y a une détresse qui est généralisée. Tout le monde est éclaboussé par l'onde de choc, par ce qui vient de se passer. Euh, mais on se rend aussi que tout le monde réagit différemment. Et ça, je me rends compte aujourd'hui en rétrospective. À ce moment-là, il y en a dans ma famille qui sont tombés en mode qui le sait. Est-ce que la nouvelle est propagée? Est-ce que tout le monde le sait? Qui est au courant? D'autres en mode, OK, on va s'occuper de Jean-Philippe. D'autres en mode action. Est-ce qu'il y aurait d'autres potentielles victimes? D'autres en mode, pourquoi est-ce que mon père a fait ça? Ça vient d'où? Ça vient de son passé. Est-ce qu'il aurait été abusé? Parce que moi, j'ai été abusé, puis je vais le découvrir un jour en thérapie. Puis consciemment, j'en suis pas, je ne sais pas. Mais tout le monde se retrouve à différents endroits sur l'échiquier dans leur façon d'essayer de comprendre tout ça, puis les prochaines étapes, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Euh, une journée, Jean-Philippe m'appelle puis il me dit, tiens, Richard, toi aussi, t'es une victime. J'essayais de me placer puis de me sortir du clan puis de me trouver une identité dans tout ça pour vivre mes émotions. Il dit, t'es une victime, je les arrête là. Tu dis n'importe quoi. La victime, c'est toi, c'est pas moi. Moi, je suis encore juste le fils. Il dit, est-ce que tu as été blessé? Puis on pense à travers toutes les émotions qu'on a vécues puis que lui a vécues et que moi, j'ai vécues. Il dit, si tu as vécu tout ça, il dit, t'es une victime par association. T'es une victime collatérale. Et dès qu'il a dit ça, c'est là que le déclic s'est fait, puis j'ai dit, OK, j'ai rien fait, mais j'ai le droit d'avoir de la peine, j'ai le droit d'avoir mal. Il dit, c'est pas à moi que c'est arrivé, ce trauma-là. Il dit, c'est arrivé à nous tous. Puis à ce moment-là, on n'est plus rendu 8, 10, puis 15 impactés par ça. On doit être rendu au moins une centaine si on regarde la famille étendue, puis les cousins, puis les cousines, puis les voisins. Tout le monde qui a connu mon père, puis la famille qui a été éclaboussée par la nouvelle. Donc, il m'a permis enfin de dire, OK, j'ai rien fait, c'est correct d'avoir de la culpabilité, d'avoir de la gêne, mais je suis capable de me dissocier. Puis mon modèle, à ce moment-là, est devenu Véronique Cloutier, qui avait dû vivre la même affaire avec son père, sauf sur la place publique. Puis elle a fait ça de façon élogieuse en disant, si vous voulez parler de mon père, allez parler à mon père. Mais moi, je suis ici, si vous voulez qu'on parle de moi puis de ma carrière, je suis disponible. Et ça a été une leçon pour moi, puis ça m'a permis enfin de commencer à guérir sur le chemin de la guérison de ce côté-là, puis de me dissocier des gestes de mon père. Fait que ça a fait un grand, grand bien. On peut passer à la prochaine. Merci, Richard. Sur notre chemin familial, à Richard et moi, ce qui est arrivé un jour, c'est une autre victime sort du secret en 2016. Et quand cette autre victime sort du secret, ce qu'on se rend compte, c'est que les dernières années, on les a passées. Richard me confiait avoir essayé de passer ces années à tenter de retrouver tout de même une vie normale, puis à laisser la poussière retomber, puis vivre, malgré tout. Et quand cette autre victime est sortie du secret, ça a comme été un coup de couteau dans une blessure pas encore cicatrisée. Ça a été très difficile. Je me rappelle de Richard qui me confie comment il a illico coupé tous les liens avec son père, liens avec son père qui était déjà éprouvé, et ce projet de dénoncer son père à la police. Et je me rappelle du jour qu'il m'a dit, on explique à mes filles, les filles à Richard, il dit, on explique à mes filles que quelque chose de grave s'est passé. Je ne peux pas en dire plus, mais on ne verra pas grand-papa pour un grand bout de temps. Alors, je veux juste redonner la parole à Richard pour témoigner de ce deuxième événement marquant dans notre trajectoire. Merci. Comme ici bien dit, 13 ans plus tard, deuxième
dévoilement, de dénonciation de ce côté-là. Et à ce moment-là, il y a un autre moment fort qui se passe et je me dis, bon, finalement, ce qui est arrivé il y a tant d'années, c'était pas juste une forme d'amour tordu entre mon père et mon cousin. Aujourd'hui, j'en viens à la triste réalité que mon père est un agresseur sexuel à répétition et donc un pédophile. C'est la première fois que je m'entends le dire, que je l'écris, que je le documente, puis je dis mon père est un pédophile. Si ça s'est fait, euh, on peut plus faire semblant, on peut plus tenter d'avoir une harmonie familiale, puis de se voir, puis de surveiller mon père, puis là, il faut que les choses changent. Et de là, je fais mon deuil blanc. Je dis, je coupe les liens. Mon père va être de son vivant, mais je ne veux plus de relation avec. Euh, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'il sorte de la maison. Il faut que ma mère puisse faire sa vie, ma mère qui a rien fait, qui ne mérite pas ce qui lui arrive tout ce temps-là. Euh, et là, j'ai commencé à repasser toute ma vie de zéro à où est-ce que je t'ai rendu à dire, attends un peu, là, si mon père l'a fait depuis longtemps, mes amis d'enfance, mes cousins, mes voisins, pourquoi, mes relations, quand il allait reconduire mon ami, et à questionner, puis à douter de tout. Pourquoi mon père s'est impliqué dans les sports, pourquoi mon... Tout ça a dû être repassé en disant, là, je le regarde avec un autre filtre. À ce moment-là aussi, il y a une discorde dans la famille. Puis il y a une discorde parce qu'on n'a jamais eu de conseil de famille, puis on aurait tant dû en avoir, mais c'était pas un concept qui existait chez nous. Il y a une discorde parce que là, je me dis, là, ma mère t'aurait dû faire de quoi il y a 15 ans? Tu le savais, tu aurais dû le laisser. On n'aurait pas dû faire semblant, on n'aurait pas dû se mettre la tête dans le sable, on n'aurait pas dû monter des barricades pour protéger l'honneur de la famille, on aurait dû prendre action, on ne le savait pas, et ça ne fonctionne plus. Et là, toutes les émotions font surface, puis je me dis, il faut faire quelque chose. Le statu quo est inacceptable, je suis en détresse à ce moment-là, et c'est là que j'appelle Jean-Philippe. Il faut que je passe dans l'action. Mais comme on dit dans l'avion, avant de m'occuper des autres à côté de moi, je vais mettre mon masque en premier, puis pour faire ça, j'ai besoin d'aide. Fait que je vais chercher de la thérapie, et je me dis, ensuite, on va être capable de faire quelque chose pour aider les autres qui sont avec nous. Euh, Rendu là, j'ai demandé à Jean-Philippe des références pour des sites Internet. Je me suis ramassé sur certains sites. Je pense que c'était CyberAide à l'époque. J'ai dénoncé les gestes de mon père. La police m'a appelé. Et là, on a commencé à judiciariser le processus. Et je me suis ramassé à la salle d'interrogation au poste de police pour dénoncer tout ce que mon père avait fait, ne sachant pas qu'étant pas une victime directe, mais seulement indirecte, que j'avais accès à des ressources judiciaires pour un seul et unique but, pas venger mon père, rien de ça. Pour stopper la probabilité ou la réduire le plus possible à zéro, que mon père puisse encore poser des gestes d'agression sexuelle. Il fallait arrêter ça et que ça se termine immédiatement. Tant qu'il était capable de se déplacer, il y avait un danger qui était réel. Alors, c'est là qu'on s'est rendu en mode dénonciation. On peut passer à la prochaine. Ouais, juste de rajouter quelques mots là, sur le mode dénonciation. Non seulement tu as dénoncé ton père à la police a convié ton père au poste de police, il a été passé au crible des questions, il a été interrogé, il a dû se présenter devant un juge et il a été mis sous une forme de restriction pendant un an. Un processus, tu sais, c'est peu, mais quand même, euh, ça a été une manière de faire tout ce qui était en ton pouvoir, puis en notre pouvoir pour mettre une forme de surveillance, puis surtout prendre soin de notre questionnement éthique qui a toujours été là chez vous, chez nous. Une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas facile. Oui. Euh, Comme je disais plus tôt, et avant de repasser la parole à Richard, c'est ce qui est intéressant dans cette expérience-là de victime collatérale, c'est de se co-reconnaître comme victime. Et une fois qu'on se co-reconnaît comme victime, on peut cheminer ensemble, on peut plus se comprendre et puis trouver une solidarité pour pouvoir habiter tout ce fléau-là ensemble. Alors, c'est une des grandes surprises actuelles de notre processus de recherche, c'est de rendre compte comment on a plus de choses en commun qu'on pensait. Je te laisse en parler. Merci Jean-Philippe. C'est clair que ce qui devait nous diviser a fini par nous rapprocher puis nous rassembler. Je m'étais rendu compte dans tout ça que dans le silence, je trouvais juste de la souffrance. J'étais pas bien là-dedans. Il fallait faire de quoi. Puis dans ma vie, je suis une personne qui est très, très active puis intense. Donc, tomber dans l'action, c'est ce qui m'a permis de commencer à faire la réparation de mon côté. En parlant, en rétrospective, de toutes nos émotions qu'on a vécues, Jean-Philippe et moi, on se rendait compte qu'on avait eu les mêmes émotions. Que ce soit la gêne, le déshonneur, l'humiliation, la culpabilité de l'annoncer, la culpabilité de le dire à quelqu'un. On avait tous porté cette vérité-là, cette nouvelle-là, qui est extrêmement lourde.
Puis de le faire, oui, ça causait un nombre de chocs quand on le déposait chez quelqu'un, mais du même coup, ça nous aidait à porter le poids de ce qu'on avait en nous, puis on partageait cette charge-là avec les gens à qui on en parlait. Ça m'est arrivé il y a encore 3 semaines chez les membres de la famille étendue du côté de ma femme de l'annoncer, et le même effet est arrivé. Les larmes viennent, le choc vient, mais merci de partager la nouvelle avec moi, ça me fait du bien de savoir que vous le savez. Dans tout ça aussi, il y a une responsabilité sociale. Je ne pouvais pas, je me suis souvent dit le soir, je me dis, qu'est-ce que les gens vont me dire au funérailles de mon père en disant, tu le savais, qu'est-ce que tu as fait? Mm. Et cette idée-là était inconcevable pour moi d'avoir rien fait, d'être resté dans le silence. Et donc, j'avais une responsabilité de faire tout en mon possible pour, première des choses, stopper ces gestes-là au niveau de mon père, que ça se propage pas de père en fils, euh, mais d'assurer qu'on protège d'autres jeunes puis d'autres potentielles victimes qui étaient là. Et c'est pour ça qu'on a fait ça. Je me rends compte aujourd'hui également, en parlant avec Jean-Philippe, qu'il y a des impacts sur toute ma vie. J'ai eu des impacts sur ma confiance envers les hommes, j'ai des impacts sur la façon dont j'ai élevé mes enfants, Jean-Philippe aussi, la confiance envers les autres. Euh, euh, et donc, et ça va se propager, ça va être intragénérationnel, il n'y a pas de doute. Mes filles sont adultes aujourd'hui. La façon que mes filles vont élever leurs enfants va être impactée par les gestes de mon père. Il y a de ça 20 ans ou 30 ans. Alors, l'onde de choc continue et va continuer de passer d'une génération à l'autre à impacter les gens de ce côté-là. Dans tout ça, notre cheminement commun nous a permis enfin de faire le conseil de famille en 2023, de s'asseoir à table après 20 ans et de tout déposer. Puis il n'y a plus de non-dit dans tout ça. Ça s'est fait dans la famille de Jean-Philippe, puis ça s'est fait dans ma famille. Mais amen, c'était très, très dur. Et je pense que c'était un dernier chapitre dans tout notre cheminement de réparation, dans tout ça qu'on a fait ensemble, main dans la main, puis qu'on a fait dans l'amour. Puis je pense pour la cause qui est la plus noble. Mm. Pour les autres, puis pour retrouver un esprit de famille, pour reconnecter ensemble, puis pour protéger aussi les gens autour de nous. Mm. Alors, je merci beaucoup. Alors, juste quelques mots pour vous dire comment, à un moment donné, le processus de cheminement puis d'accompagnement, que moi puis Richard, on a fait ensemble, on avait besoin de le partager dans le plus grand. Donc, ça a été une invitation qu'on a fait. Je me suis rendu avec Richard, avec ses frères et sœurs et sa mère, et ma collègue, Jeanne-Marie, qui est venue comme facilitatrice aussi. C'était une invitation à se rencontrer pour se réparer ensemble, pour s'offrir un temps de solidarisation, d'écoute et de partage de nos traversées solitaires. Assumer ensemble que personne autour de la table n'est responsable des actes de l'agresseur et assumer ensemble notre responsabilité comme membre de cette famille et victime collatérale. Une responsabilité, quand on peut la partager ensemble, qui est celle de rester ensemble, de rester reliés, de se co-comprendre, de cheminer ensemble. Ce que cette rencontre nous a permis de découvrir, c'est comment la famille de Richard et la mienne aussi n'avaient jamais eu ce type de rencontre. Avec Richard et sa famille, on se rendait compte comment que c'était pas évident de savoir comment se parler, de parler de tout ça, qu'on n'avait jamais eu accès au vécu des uns et des autres, de se rendre compte comment chacun a réagi différemment et comment chaque membre de la famille, à un moment donné ou à un autre de l'histoire, a posé des gestes signifiants qui ont permis de pouvoir supporter le système familial. Ce qui est très, très beau dans cette rencontre-là, c'est de voir aussi une forme d'apaisement du ressentiment entre eux, mais aussi entre nous, entre nos familles. Des conditions d'accompagnement et des défis éthiques pour une telle rencontre sont nombreux, là. Ben, quand je pense à moi, je pense à Richard, c'est évident, c'est nous faire accompagner avant, pendant, après ce type de rencontre familiale, la présence d'une facilitatrice pour créer des conditions facilitantes, pour animer ces rencontres, pour tenir le cercle de restauration, pour veiller aussi au processus dialogique, pas toujours évident, mais très porteur. Alors, c'est un chemin d'humanisation progressif qui a commencé par ma vie, mon histoire, et qui finalement devient une question plus large, qui est comment soutenir nos familles et nous outiller collectivement en vue de prendre soin de notre santé collective puis de nos liens familiaux. Alors, une question ou un projet ou un enjeu qui était très personnel devient une responsabilité familiale. Ce passage-là, très, très soignant et très prometteur. Alors, à l'origine de ce projet de recherche exploratoire, ce que je suis en mesure de dire pour conclure, c'est qu'il y a une urgence de cheminer solidairement avec Richard, la nécessité de prendre soin de nos familles, le souci d'interroger nos expériences personnelles, relationnelles, mais aussi familiales, et le souci de produire de la connaissance pour inspirer les pratiques.
Et finalement, quelques résultats préliminaires. Quand on se remet en contact avec ce chemin-là, Richard et moi, ce qu'on peut découvrir, c'est l'audace de tendre la main, qui est la sienne, et moi, l'audace de saisir sa main tendue, l'audace d'ouvrir un espace de parole sur l'expérience vécue en temps de tempête, créer des conditions d'un contenant sécuritaire, la présence d'une facilitatrice qui nous a aidés dans notre rencontre familiale, accepter son statut de victime pour mieux cheminer ensemble, non pas accepter son statut de victime pour se victimiser, mais accepter son statut de victime pour pouvoir mieux se relier, moins dans la honte, plus dans le co-accompagnement, cueillir la parole qui répare les liens déchirés, et aussi se laisser faire par le mystère de la rencontre, parce que quand on en vient à nous rencontrer autour d'une telle épreuve, il y a l'effort de tout le monde, les peurs et les compétences de tout le monde qui sont présentes, mais il y a aussi quelque chose qui est comme le mystère, qui est ce que va donner le fait d'être ensemble et d'accepter de cheminer ensemble. Alors, je pense qu'on est arrivé au bout. Merci Richard, merci tout le monde, puis on serait heureux de répondre à vos questions si vous en avez à nous partager. Merci beaucoup. Je reviens avec vous. Je sais pas si tu enlèves ta présentation, Jean-Philippe. Tout de suite. Oui. Écoute, je vais être honnête avec vous, là, c'est émotif pour moi de vous avoir écouté pour diverses raisons, pour l'équipe aussi, ici. Les gens sont touchés dans l'équipe. Pas uniquement, je peux parler pour moi, pas uniquement pour ce dont vous avez été victime, mais de vous écouter vous libérer, de vous voir complice. Et moi, je t'ai écouté, je vous ai écouté, Richard, j'ai adoré t'entendre dans le modèle que vous représentez, là, d'aller au-delà de l'espèce de compétition, de comparaison, lequel qui a souffert le plus, tu sais. Ouais. Puis de reconnaître, moi, ça m'a touché. Toi, Jean-Philippe, reconnaître la souffrance, tu sais, de Richard, puis de l'aider à l'accueillir dans ça, c'est ton humanisme, ta sensibilité à ça, écoute, c'est moi, c'est ça qui m'a bouleversé, là. Mm. 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 Ça me fait un peu le même effet que la première fois que je t'avais entendu parler de ton travail en première année. T'as fait un avis, tu sais, au début en disant, puis en avisant aux gens, tu sais, le sujet dont il va être question, puis que ça peut être bouleversant. Moi, ce que je veux reconnaître, c'est comment vous en avez parlé avec sensibilité et dignité. Ça se replace, là, ça va. Puis tu sais, ça m'a sensibilisé, puis il y a des commentaires, je vais vous les dire, mais ça m'a sensibilisé, puis j'ai l'impression que c'est un peu le but aussi, c'est que l'abus est traumatisant à cause des dommages collatéraux, traumatiques collatéraux pour tout un entourage. Oui. C'est à ça que ça m'a rendu sensible. Puis ça enlève pas pour moi de la sensibilité pour toi, Jean-Philippe, qui était abusé. Ça m'en ajoute pour Richard et ses enfants, sa femme, la famille autour. C'est ça que j'ai trouvé beau en vous écoutant.
Anne-Cécile, je vais arriver à lire un petit peu. Il y a quelqu'un qui est dans le même sens, qui ajoute quelle générosité de nous partager cette histoire. Il y a Anne-Cécile qui est l'initiatrice du projet, qui va dans le même sens, qui a dit comment elle a trouvé ça touchant d'entendre deux hommes parler de leur expérience traumatisante à ce niveau-là. Comment aussi ça peut aider à créer un processus d'apaisement pour bien du monde. Il y a une question, Jean-Philippe ou Richard, est-ce que la colère fait partie de la sensibilité dans les expériences familiales et les expériences vécues lors des abus? Je ne sais pas si je suis clair. Bon, Si la colère en fait partie. Tu peux peut-être la redire, puis... Okay. Est-ce que la colère fait partie de la sensibilité qui doit être exprimée quand il y a de l'abus, autant pour la personne abusée que l'entourage? Richard? Oui, c'est une des émotions qu'on a tous ressenties, je pense. Puis c'est ça qui est si complexe et que les émotions ne sont pas présentées une derrière l'autre, ils sont toutes présentées en même temps. Que ce soit de la peine, de la déception, de la culpabilité qui est entremêlée avec de la rage puis de la colère. Puis l'aide nous permet de les décortiquer, de les isoler, de les adresser une à une et dire pourquoi ressens-tu de la colère? Adressons juste celle-là en premier. Puis après ça, on peut la déposer puis on peut passer à la prochaine émotion. Ça a l'air simpliste comme ça, mais oui, elle a sa place. à la colère. J'ai eu des idées horribles à l'idée de mon père, de ce que je pouvais faire pour le punir, pour tout ça. C'était correct. C'était un passage obligé pour moi. Et on est passé ensuite à la prochaine émotion, puis c'était correct. À un moment donné, quand on a fait la conférence il y a quelques années, quelqu'un m'a dit, as-tu oublié le bon que ton père a fait? Ça m'a pris des années. Et en ce moment, 20 ans plus tard, je suis en paix avec mon père. Il vit encore. Et quand je le vois, c'est je t'aime, je te remercie pour ce que tu as fait. J'ai eu une enfance incroyable. Il fallait pas que j'oublie tout ça. J'étais capable de sortir de l'ombre, finalement, tout le bon que mon père a fait. Mais ça a pris un bon bout de chemin. Ouais. La colère a fait partie du processus. Bien là. sûr. La colère a fait partie, puis je l'ai apprivoisée, puis elle a eu sa place, puis c'est correct, mais je suis pas resté collé sur la colère. Jean-Philippe. J'espère que ça répond à la question. Ah, ça répond très bien, très bien. Jean-Philippe, toi. Oui, pour moi, la colère fait partie du processus, c'est évident. Personnellement, en ce qui me concerne, je trouve que c'est une des émotions les plus difficiles à apprivoiser, à exprimer, puis à laisser circuler. Je pense, entre autres, avec une des slides du PowerPoint là, qui dit quand on est victime d'abus en très bas âge, on est trop jeune pour bien comprendre, bien saisir les impacts, qu'est-ce qui est en train de se passer. On peut pas se défendre. Donc, quand on devient adulte, puis qu'on accède à ce magma indifférencié d'expériences traumatisantes, la colère, elle est sourde, elle est immense et elle est difficile pour moi à porter, à sentir puis à exprimer. Quand on s'est retrouvé avec Richard dans sa famille, dans notre cercle de restauration, dans notre conseil familial, avec l'aide de notre collègue facilitatrice, je me rappelle de ton frère Richard qui exprime sa colère et puis de voir la famille comme étant un espace élargi, capable à plusieurs corps, on peut ensemble supporter l'émotion qui demande des espaces plus larges parfois pour pouvoir s'exprimer. Ça m'a marqué positivement ce moment-là. Donc oui, c'est un moment incontournable du processus qui demande beaucoup de soins puis d'accompagnement pour pouvoir être apprivoisé puis être communiqué et que ce ne soit pas destructeur. Pour moi, ça va être un défi encore pour les prochaines années, bien sûr. Ce que je remarque quand vous en parlez de la colère, hein, c'est que c'est pas juste que c'est pas qu'elle est dure à accueillir, mais elle peut être dure à récupérer dans ce magma-là d'émotions, là, si je comprends bien. Il y a quelqu'un qui écrit aussi Wow, un modèle familial à étendre aux 85 000 victimes annuelles. Je l'ai-tu bien, hein? 85? Oui. Wow. Beaucoup d'admiration pour vous deux et vos familles. Quelqu'un qui a écrit ça.
Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre qui a ajouté une grande dignité. Je suis encore troublé. Oui. Merci. Un autre qui écrit quel courage vous avez eu. Beaucoup de messages, en tout cas, d'autres personnes. Vous êtes inspirants. Bravo pour ce témoignage unique. Une question maintenant. Comment prévenir, comment sensibiliser les jeunes, comment protéger les jeunes? Je vous laisse répondre. C'est une immense question. Ce qui me vient spontanément, c'est il faut deux réponses paradoxales. La première, c'est il faut continuer à en parler, à rendre de plus en plus normal la possibilité de pouvoir parler, avoir des espaces comme ceux que vous créez aujourd'hui pour qu'on puisse communiquer, rendre ça acceptable, rendre ça viable. Et puis en même temps, on ne pourra jamais empêcher les humains de vivre des expériences traumatisantes, de souffrir. En même temps, on peut dire plus jamais on veut que ça arrive. En même temps, la souffrance a toujours été partie inhérente de la condition humaine. On peut pas surprotéger, et je suis le premier à le faire d'ailleurs, premièrement, en passant, là, on ne peut pas surprotéger à vitam aeternam nos enfants de vivre qu'est-ce qu'ils vont devoir vivre. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est d'œuvrer, travailler en conscience pour avoir un rapport à soi, un rapport aux autres et à ses enfants et à sa famille, le plus nourri, le plus vivant possible pour que, quoi qu'il arrive, au moins on puisse se relier, être ensemble et s'en parler. C'est une utopie, bien sûr, mais c'est comme ça que je répondrai à cette grande question. Une utopie que vous avez réussi, toi et Richard. Hein? Richard, je ne sais pas ce que tu veux ajouter par rapport à cette question-là. C'est si bien dit. Moi, je dirais pas de non-dit. Évidemment, le discours évolue à mesure que nos enfants grandissent, mais de ne pas rester dans le non-dit, puis dans la gêne, puis dans l'inconfort, d'en parler. Quand ils sont jeunes, on commence à dire il y a des gens qui sont pas bien, il y a des gens qui sont malades. On peut, pendant un certain âge, je te dis, écoute, il faut qu'on se dise des vraies choses, puis de leur donner une vraie définition de l'amour. L'amour, c'est le consentement mutuel, c'est réciproque, donc, dans mon cas, les filles étaient à l'âge lorsqu'ils ont tout su. Il n'y a pas eu de détails cachés, il n'y a pas eu de retenue. C'est peut-être plus facile parce que, sachant ça, ils ont toute l'information pour prendre des bonnes décisions, mais de juste pas d'avoir le regret plus tard de dire, ouais, peut-être que j'aurais dû être un petit peu plus explicite puis moins subtil dans mon approche avec les enfants et leur dire que ça existe. Ça existe depuis longtemps, ça va exister encore. Alors, disons-nous les vraies choses, ça va être réglé. Ça complète bien. Puis, Jean-Philippe ou Richard, à quel âge vous pensez qu'on peut sensibiliser les enfants que ça existe, les abus sexuels de l'entourage? Parce que la plupart du temps, c'est de l'entourage. Je vois, ma plus grande, elle a 7 ans. Et elle va avoir 8 ans bientôt. 8 ans, ça, c'est l'âge où moi, mes agressions ont commencé progressivement vers ces âges-là. Donc, ma fille va avoir 8 ans en juillet. Disons que je pense que ça va être un moment intense pour elle et pour moi. Puis je pense que c'est le temps. Je pense que c'est le temps à 8 ans pour lui en parler, lui partager mon expérience avec des mots bien choisis, là. Oui, oui. Pour lui permettre aussi de comprendre là, un peu toute cette expérience et ses impacts dans moi, puis dans le père que je suis et le père que je deviens. Mais je pense que 7-8 ans, là, les enfants, ils peuvent comprendre. OK. Richard? Oui, je suis d'accord dans ces âges-là. C'est pas tout qui a besoin d'être dit, mais dans ces âges-là, de bien définir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qui a le droit de te toucher comme ça, ou de te prendre dans tes bras, je pense que de bien définir ce qui est correct, ce qui est pas correct, qui a le droit. Puis on dit qui a le droit. Il est prudent, parce que dans la famille même, il peut y avoir des mises en garde de ce côté-là. Puis de dire, tu sais, il y a juste moi. Puis également, deuxième volet, c'est d'établir un dialogue. C'est toujours correct de m'en parler. Il n'y aura pas de jugement. Il n'y aura que de la bienveillance sans jugement dans tout ça. Et si l'enfant se rend compte que quoi qu'il arrive, s'il est dans le doute et il n'est pas certain, qu'il est à l'aise d'en parler aux parents et qu'ils n'auront pas peur d'en parler aux parents.
Mm. Alors, de deux choses, on dit les choses, on explique bien, on définit qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est un geste acceptable, qu'est-ce qui est de l'amour, qu'est-ce qui ne l'est pas, et puis d'être à l'aise de venir nous parler. Mm. Mhm. Merci. Anne-Cécile, tu as rapetissé la grosseur, hein, je le vois moins bien. OK, si tu veux remonter un peu, parce qu'il y a un autre témoignage qui dit c'est bouleversant et magnifique de vous avoir vus ensemble. Mm. Quel courage, quelle puissance douce se dégage de votre démarche de réparation intime et familiale. La puissance et la sensibilité de la vulnérabilité investie dans votre relation. Mm. Mm. Pensez-vous à des suites pour vous, pour vos familles, pour diffuser votre expérience auprès des familles qui y verraient sûrement un chemin de guérison aussi pour Oui. elles? Oui, bien sûr, c'est le projet, on est en chemin. En ce qui a trait la première partie du commentaire que tu viens de nous partager, Yvan, Richard et moi, on se disait ce matin comment notre lien s'est approfondi grâce à ce trauma, grâce à cette expérience. Notre lien avant était pas si approfondi que ça. Et puis, grâce à la main tendue de 2018 de Richard, c'est incroyable quand même de voir comment une expérience comme ça, en tout cas, dans notre cas, a contribué à un approfondissement du lien, ce qui est assez touchant quand même. Puis, des suites, certainement. Ce qu'on est en train de faire, on prend des notes, on en fait des données de recherche. Bientôt, je vais aller interroger les différents membres de nos familles. On veut aussi continuer à créer des espaces de rencontres familiales pour comprendre ce qu'on a vécu, comprendre ce que ça a fait de nous, comprendre encore les impacts aujourd'hui de ces expériences-là. Donc, je suis aussi en train d'écrire un essai en lien avec toutes ces données-là. Et puis, des occasions se présentent, comme celle d'aujourd'hui, où on peut communiquer, on les prend aussi, ce qui fait que ça nous permet de pouvoir mettre ce qu'on comprend en mouvement avec les autres. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel surtout quand je pense aux victimes d'agressions sexuelles, là, je trouve qu'elles en ont beaucoup sur les épaules. Ce sont à elles de dénoncer, ou pas. Ce sont à elles d'aller chercher de l'aide, d'aller la faire, la mesure de thérapie, là. C'est à elles. Et c'est comme si. Et alors que quand on problématise et on comprend que c'est tout le système qui est à une certaine mesure victime, partage le trauma de ces expériences-là, c'est comme si la balance retrouve une forme d'équilibre et on peut. C'est pas juste à une seule personne de devoir Mhm. c'est à un système d'en prendre responsabilité et de cheminer ensemble. Et ça donne aux personnes victimes, je trouve, en tout cas, je peux parler pour ma propre expérience, beaucoup de Mhm. soulagement, d'allègement et de solidarité, là où il y a beaucoup de solitude. On arrive déjà à la fin, les gars. Moi, je termine encore nourri puis bouleversé en même temps. Moi, je souhaite, je ne sais pas si c'est ça, que ça puisse rentrer dans des programmes d'aide, dans des organismes, tu sais, qu'on puisse aider la famille Mm. en entier, là, des deux côtés, abusés, puis de la famille d'abuseurs, à trouver la paix, puis à récupérer des liens qui peuvent être brisés à cause de ça, Oui. mais pouvoir les récupérer comme le beau modèle que vous êtes. Merci beaucoup à toi, Yvan, puis merci à tout le monde de nous avoir partagé leurs commentaires, là. C'est très précieux. Merci beaucoup. Bonne suite, puis peut-être au plaisir de se revoir, Jean-Philippe. Certainement. Merci beaucoup, Yvan. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. On va prendre une pause de 15 minutes. On revient avec Alain Simard pour le cheminement d'un homme homosexuel assumé. Je veux dire qu'effectivement, c'est vraiment riche les commentaires. Gênez-vous pas, ça ajoute quelque chose de touchant, de bon. Puis aussi pour les conférenciers, c'est le fun d'avoir accès à ça. Donc, on prend une pause. À tantôt. Bye, Jean-Philippe.